présente 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie le 26 février, sachez que Neptune et Mercure sont en pleine conjonction avec le Soleil, au cœur de la constellation du Poisson. De quoi donner de la puissance à la dernière planète du système solaire, symbole d'acuité émotionnelle et d'inspiration. Mercure, à l'inverse, devrait stimuler votre esprit logique et cartésien. Prenez garde toutefois en fin de journée à Vénus, plus haut dans le ciel et donc susceptible d'induire des tensions au sein de votre couple. Non, rassurez-vous, 300 milliards d'étoiles n'est pas devenu un podcast ésotérique et nous ne pratiquons pas vraiment l'astrologie. Mais tout de même, à force d'admirer la mécanique limpide de la voûte céleste, à force d'explorer tous les mois les incroyables propriétés des trous noirs, des galaxies ou de l'espace-temps, aux effets et à la portée astronomique, et à force de nous rappeler que nous ne sommes que des poussières d'étoiles, que nos atomes proviennent d'explosions stellaires dissipées il y a des milliards d'années, on peut être tenté de se demander quelle influence cet interminable balai cosmique peut avoir sur nos vies. Si vous êtes moyennement convaincu, sachez que 46% des Français pensent en tout cas que leur personnalité dépend de leur signe astrologique. Et 29% pensent même que leur signe détermine leur destin. C'est ce que révélait la dernière étude en date, un sondage TNS Sofres réalisé en 2010 pour le Figaro Magazine. Alors, les étoiles influencent-elles notre destin ? L'astrologie peut-elle prétendre au statut de science ou n'est-elle qu'une imposture ? Il est temps pour nous d'apporter des arguments solides à ces questions et nous accueillons pour cela Daniel Kunt. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes astrophysicien, directeur de recherche émérite à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous avez notamment travaillé sur les galaxies naines bleues, sur les quasars et sur les processus de formation des étoiles dans les galaxies les moins évoluées. Vous travaillez également beaucoup à vulgariser votre discipline. Vous avez par exemple été à l'origine d'une émission télé, La Nuit des Étoiles, dans les années 90. Et vous avez publié de nombreux ouvrages qui s'attaquent entre autres à l'astrologie. Le dernier s'intitule « L'astrologie est-elle une imposture ?», co-signé avec l'astrophysicien Philippe Zarka et publié aux éditions du CNRS en 2018. Alors avant de déconstruire les mythes tenaces de l'astrologie, revenons peut-être sur les origines de celle-ci, sur ses origines lointaines dans l'Antiquité. En fait, l'astronomie et l'astrologie sont nées en même temps d'une même observation du ciel. Absolument, oui, c'est vrai il faut remonter à 2000 ou 4000 ans. Hein. Ouais. Chez les Mésopotamiens, déjà, on pratiquait l'observation du ciel, tout simplement. Donc, on appelait ça astronomie. Sauf qu'évidemment, les conclusions qu'on en tirait n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Parce que, finalement, on utilisait le ciel, on prenait le ciel pour sujet, finalement. Sujet de ce qu'allait devenir nos actions. Alors qu'aujourd'hui, on prend le ciel pour objet. Ça, c'est la grande différence. Cette différence, elle s'est opérée très tardivement dans le monde occidental d'abord, hein, avec le début de la science et des techniques à peu près au XVIIe siècle. Parce que finalement, tout part au début d'observation. Évidemment, on ne connaît pas la méthode scientifique, on ne connaît pas le monde héliocentrique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et les premières civilisations méditerranéennes ou mésopotamiennes font des corrélations, observent des corrélations entre les événements stellaires et les événements saisonniers, naturels sur Terre. Oui, alors des corrélations, on n'en voit pas tellement en réalité. Mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'il y a une régularité, un ordre, quelque chose qui inspire à la fois le respect, mais aussi la crainte. C'est vrai que quand on regarde le firmament, on est saisi par cette beauté étrange, et puis ce côté inaccessible, c'est fabuleux. Quand on reste un petit peu longtemps dehors, ce qu'on fait de moins en moins quand même, hélas, au bout d'un moment, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lointain, qui est au-dessus de nous, qui nous surplombe. Alors, pas des corrélations, mais je reprenais l'exemple que vous citez dans votre ouvrage, que je trouve assez parlant, celui de l'étoile Sirius, qui, chez les Égyptiens, symbolise le début de la saison des moissons, avec l'arrivée de la crue du Nil. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, il y a des événements qui sont repérés. Effectivement, pas des corrélations, mais des retours et des cycles. Effectivement, oui, c'est ça. Alors, c'est cet ordre-là, c'est cette beauté-là qui est sublime et qui intéresse effectivement les anciens. Mais ils observent autre chose quand même. Ils observent que dans cet ordre-là, il y a parfois des désordres, des petits désordres, des événements qui ne sont pas du tout attendus ou qu'on peut essayer effectivement d'anticiper. Alors d'une part, il y a le mouvement de ces astres étranges qu'ils appellent les planètes, ce qui veut dire d'ailleurs en grec vagabond. Hein. Oui. Planétès, c'est ça, et astréran. Astréran, qui leur confère quand même une sorte d'autonomie, hein, avec une pensée animiste. On voit bien qu'on se dit, ces astres-là, enfin ils se disent, ces astres-là, c'est quand même, ils ont un esprit d'indépendance. Et il y en a très peu, il n'y en a que 5 à l'œil nu.
Hein. 5 plus le Soleil et la Lune, ça fait 7. 7, ce qu'on appelle les 7 luminaires pendant très longtemps. Donc ils se disent, voilà, ils les associent à l'esprit des dieux, parce que les divinités sont naturellement, évidemment, ont comme logis le ciel, c'est là-bas qu'on les trouve. Donc l'homme va essayer effectivement d'anticiper un peu quelles sont les intentions des dieux. Et il y a d'autres phénomènes aussi qui sont alors là plus inquiétants parce qu'on ne les explique pas forcément. C'est la venue des comètes. Ça, on ne saura jamais prédire l'arrivée d'une comète, sauf maintenant parce qu'on est capable de les anticiper longtemps à l'avance avec nos détecteurs les plus sensibles. Mais il y a surtout les éclipses. Oui. Les éclipses de soleil et les éclipses de lune. Et une des responsabilités des astronomes de l'époque, ils sont d'ailleurs attachés au pouvoir, ils sont là pour ça. Il y a vraiment des élites intellectuelles qui sont là pour prendre anticiper. Des décisions, pour savoir si on fait la guerre avec le voisin, si on fait ceci, cela, pour essayer de deviner si les cultures sont bonnes. Enfin, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut effectivement invoquer le ciel. Et là, l'astronome joue ce rôle. En Chine particulièrement, par exemple, puisque l'empereur tire son pouvoir d'un pouvoir divin. C'est l'empereur céleste en même temps. Donc il a besoin quand même que son astrologue lui vienne en aide de temps en temps et lui permette de dire écoutez, dans 2 jours il y aura une éclipse, tenez-vous bien, sinon voilà. Et à l'époque, quand l'astronome se trompait, c'était la mort pour lui. Hein, il n'avait pas. Voilà. D'où l'intérêt d'être précis. Voilà les raisons. Et alors effectivement, ce que vous dites sur Sirius, c'est tout à fait vrai. À force d'observer, on se rend compte quand même d'un certain nombre de choses. Et on voyait bien que certaines étoiles revenaient périodiquement au bout de 365 jours et quelques. Et les Égyptiens avaient remarqué que le lever de Sirius, effectivement... Le lever héliaque, c'est ça? Héliaque, oui, c'est-à-dire... Alors le lever héliaque, c'est particulier, mais imaginez n'importe où dans le monde, surtout en Égypte, il fait beau pratiquement tout le temps. Ouais. Il n'y avait pas de lumière. Et ce qu'on observait, c'était que à un moment de l'année, une étoile était visible juste avant le lever du soleil. C'est l'étoile la plus brillante du ciel, c'était Sirius. Et ça, c'était le début de l'année égyptienne. Ça chronométrait le premier de l'an pour eux. Si D'accord. Ouais. Et ça avait un double intérêt, c'est que lorsqu'on voyait arriver le lever héliaque de Sirius, on savait que les crues du Nil on savait les prévoir. Elles arrivaient peu de temps après. Et les crues du Nil, vous savez, c'est quand même une économie fluviale qui s'installe autour du Nil, en Égypte. C'est extrêmement important. Alors dans l'Antiquité, on est encore dans un monde magique. Il n'y a pas la causalité telle que la pose ensuite la science moderne. Non. Donc cette étude très précise des astres va avec donc la prédiction astrologique où on associe ces astres à des divinités, à des événements qu'on tente de prévoir. Et vous expliquez aussi que tout cela se mélange ensuite avec la tradition grecque dans l'Antiquité. Ces populations, notamment chaldéennes dans la Mésopotamie, arrivent en Grèce et là ça se mélange avec une dimension plus mathématique. Plus rationnelle. Il y a une rationalité parce qu'effectivement on essaye de comprendre le monde de tas de manières. Il y a des manières qui sont plus philosophiques, d'autres qui sont plus rationnelles. Lucrèce, par exemple, c'est quelqu'un qui est profondément athée en tant que tel. Il ne fait pas appel aux dieux, donc ils font appel aux éléments. Voilà. Et effectivement, on a cette idée qu'il y a 4 éléments importants, le feu, l'air, l'eau et la terre. Le chiffre 4. Donc les pythagoréciens, eux, ont le culte du nombre. Ouais. Très important, les 1, 2, 3, 4. Bon. Le chiffre d'or, ces choses-là. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une sorte de mariage qui s'opère entre cette espèce de religion astrale et cette espèce de pensée rationnelle, plus rationnelle. Et donc, ça donne quelque chose qui est un petit peu bâtard, mais qui va avoir vraiment la vie dure, qui est l'astrologie. Parce qu'il y a effectivement, donc ça induit une certaine technique, une certaine pensée rationnelle, quelque part, qui a l'air d'être derrière tout cela. Et voilà. Et c'est une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui, cet héritage grec où les chiffres vraiment légitiment un petit peu finalement la discipline. Dès qu'il y a des chiffres, on a l'impression que c'est plus sérieux. Donc ça fait très sérieux, ça fait très technique, mais alors c'est extraordinaire la manière dont c'est fait. Vous avez par exemple 12 constellations. C'est pratiquement fabriqué sur mesure, parce que dans le ciel, quand on voit le chemin du soleil au cours de l'année, il traverse plus que 12 constellations. On traverse au moins 13, mais de longueur inégale. Mais
pour les besoins de la symétrie et de la beauté, parce que c'est très important, cette notion esthétique, eh bien, la vérité doit être belle, ouais, donc il faut... Le trajet va être découpé en 12 cases égales. C'est les constellations que l'on connaît aujourd'hui, et non pas 13, 12. Bon, il y a ça. Ensuite, on va affecter des tas de propriétés à ces constellations, qui sont liées d'ailleurs au féminin ou au masculin. Ouais. Alors, on va venir un petit peu après à l'explication de cette astrologie, mais juste pour finir le tour historique, il y a une étape qui est importante que je voulais mentionner, c'est à la fin de cette antiquité, enfin en tout cas au milieu de cette antiquité, il y a Ptolémée qui a un rôle très important, qui lui va structurer pendant 1000 ans notre vision géocentrique de l'univers avec son Almageste et qui va mettre au point des combinaisons très complexes d'épicycles pour justifier au fur et à mesure des découvertes que la Terre est bien au centre. Oui. Mais vous rappelez que donc c'est vers 160 après Jésus-Christ, qu'il y a son deuxième ouvrage qui est moins connu pour les néophytes du genre, qui est la Tétrabible et qui est encore aujourd'hui la Bible en l'occurrence des astrologues. Oui, c'est ça. D'une certaine façon, oui, parce que évidemment c'est assez facile de faire de la mécanique, c'est beaucoup plus difficile de traiter l'influence réelle, effectivement le sens de tout cela. Et ça, c'est le deuxième ouvrage, la Tétrabible, qui effectivement est un monument en tant que tel, où on retrouve à peu près toutes les prémices de l'astrologie, toutes les bases de l'astrologie qui sont encore... oui, bien sûr. Alors quand on entend dire aujourd'hui, oui, mais c'est une vieille tradition, bon, et comme si ça conférait une pertinence supplémentaire, c'est pas évident. Je pense qu'on avait très peu d'outils sous la main à l'époque pour comprendre. Oui, quand on voit ce qu'est devenu l'Almageste et le modèle ptoléméen de l'univers, c'est pas forcément une référence. Ouais. On passe sur le Moyen-Âge où il y a différentes histoires astrologiques, notamment avec les Arabes qui reprennent cette tradition qui est moins connue en Occident. Et puis il y a un âge d'or à la Renaissance avec les premiers astronomes émérites connus aujourd'hui comme des grands astronomes, Kepler, Tycho Brahe, Galilée, qui sont aussi en fait des astrologues. C'est moins connu. Galilée moins, mais il a quand même été... Alors j'ai lu qu'il avait quand même fait était astrologue pour les Médicis, qu'il avait dû aussi, en quelque sorte, pour gagner sa croûte, établir des horoscopes. Oui, il fallait ça. Il fallait quand même se nourrir. Il fallait penser que la pensée dominante, c'était quand même de croire en l'astrologie, même si effectivement dans un monde chrétien, il y a un peu une ambiguïté parce que oui, effectivement, les astres sont pas censés dicter notre destin. On est censé être libre, sinon. Il y a un libre arbitre conféré par le Dieu chrétien, qui est complètement remis en cause par ça. Donc c'est assez compliqué, mais finalement. L'Église fait des compromis, ça oscille de temps en temps, oui, de temps en temps. Grosso modo, l'Église accepte que les éléments naturels soient influencés par les astres, mais pas l'âme humaine. L'âme humaine conserve un libre arbitre, mais on pourrait anticiper quand même des événements naturels grâce aux astres. Voilà, c'est ça. Et puis on peut imaginer effectivement des tendances. D'ailleurs, c'est ce que disent les astrologues aujourd'hui. Vous savez, les astrologues les plus subtils vous diront, mais enfin quand même, il y a une configuration à la naissance. C'est vrai que l'avenir n'est pas tracé, mais enfin, vous avez des prédispositions. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est assez troublant, c'est donc ces premiers grands astronomes alors peut-être pas Galilée, mais vous mentionnez Tycho Brahe. Vous écrivez que c'est peut-être le plus grand observateur du XVIe siècle, qui a fait énormément d'observations donc à la fin du XVIe siècle, qui a découvert notamment la première nova en 1572 et qui était extrêmement attaché à l'astrologie, qui faisait beaucoup de prédictions, beaucoup d'horoscopes. Pour lui, ce n'était pas incompatible. On pouvait observer le ciel de façon assez rationnelle et en même temps en tirer des conclusions astrologiques. Vous savez, on ne peut pas remettre en cause tout en même temps. C'est très difficile, il faut déjà beaucoup de courage. Donc, effectivement, à l'époque, il tirait quand même pas mal de revenus de cette activité-là. Mais en même temps, il remet en cause un certain nombre de choses, puisqu'il s'aperçoit quand même que les fameuses sphères cristallines dans lesquelles étaient entachées les planètes, enchâssées les planètes, pour tourner autour de la Terre, parce que la Terre était au centre, ça ne fonctionne pas très très bien. Ça ne peut pas fonctionner s'il y a des étoiles nouvelles qui apparaissent comme la nova. Et surtout, il repère une comète et il voit que cette comète est située à une distance telle que s'il y avait ces fameuses sphères cristallines, ça ne fonctionnerait pas, ça passerait à travers, ça n'irait pas. Donc il remet en cause ça et il forme son propre système où il conserve toujours la Terre au centre, voilà, mais qui est un petit peu différent du système ptoléméen connu. Mais c'est surtout Kepler qui est le personnage extrêmement attachant et génial d'ailleurs de cette époque. Parce on doit les lois de Kepler très importantes. Oui, parce qu'il renonce au mouvement circulaire uniforme. Et ça, c'est cette idée aussi parfaite, de cercle parfait, qu'il fallait que l'univers soit très beau, très platonicien. Lui, il dit non, c'est pas un cercle parfait, c'est des ellipses.
Alors déjà, pour les dieux, travailler sur des ellipses, c'est quand même moins bien, moins noble que travailler sur des cercles parfaits. Ouais. Donc il faut vraiment, là, il faut vraiment qu'il aille de l'avant, et c'est vraiment assez iconoclaste pour l'époque. Alors c'est vrai, on dit, oui, mais regardez, il faisait quand même, il était astrologue encore, il faisait des prédictions, oui, bien sûr, il est aussi prisonnier de son époque, on peut pas tout remettre en cause, il le faisait, il avait d'ailleurs été obligé d'intervenir auprès des autorités pour soulager sa mère qui était accusée de sorcellerie. Vous voyez, donc c'était pas, on risquait sa peau facilement. Hein, avec, Galilée aussi l'a appris. Libre pensée à l'époque. Et j'ai lu aussi que Galilée, donc, qui était peut-être moins convaincu, mais quand il était prof de maths à Padoue, donc plutôt dans sa jeunesse, vendait aussi beaucoup d'horoscopes. C'était un moyen de subsistance assez répandu à l'époque, puisque c'était assez prestigieux. Et donc aussi, il faisait des horoscopes pour les Médicis, ce genre de choses. C'est un âge d'or qui ensuite tombe rapidement en désuétude, puisqu'il y a une date importante, c'est après avec la montée du catholicisme qui se raidit un petit peu, et la montée de l'esprit scientifique. 1666, l'astrologie est en France. C'est pas vrai partout. Hein. Sur la France, on n'a jamais vraiment fait la chasse aux astrologues, ça a toujours été quelque chose. Ça restait plus ou moins mis en. Voilà, en tout cas, pour la France, c'est la date qui est relativement marquante, 1666. Ça parlerait beaucoup aussi aux numérologues, cette date. Le moment où Colbert donc interdit l'astrologie à l'université. Voilà, on chasse les astrologues. Voilà, donc c'était un bref aperçu pour montrer cet héritage lointain de l'astrologie. Alors c'est important cette période, parce que finalement ça diabolise un peu l'astrologie, et on savait, quand on fait ce genre de choses, c'est jamais très excellent, parce que finalement après on contrôle plus ce qui se passe, et l'astrologie perdure quand même, parce que quand il y a un besoin, c'est bien assez gentil de supprimer. On ne supprime pas le besoin. Comme quand on supprime l'alcool, si les gens ont envie de boire, ils vont trouver un moyen de boire. Et là, eh bien, on trouve effectivement des gens qui, sous le manteau, etc., on développe les almanachs, vous voyez, tous ces trucs-là. Et donc, ça va durer très, très longtemps. Ça perdure. Alors, pour expliquer en 2 mots comment fonctionne l'astrologie pour les auditeurs qui ne seraient pas forcément adeptes de la discipline, vous commenciez à expliquer, tout se passe dans un même cercle, finalement, dans la bande du zodiaque, parce qu'on observe donc depuis l'Antiquité que c'est là que se passe le mouvement de tout ce qu'on appelle les planètes, les luminaires. En fait, on observe qu'elles ne bougent que dans un certain cercle qui correspond en fait au plan de l'écliptique du système solaire. Si on imagine, si on pouvait tracer tous les jours l'endroit où se trouve le Soleil, chaque jour, évidemment, il s'est légèrement déplacé. Par rapport aux constellations, aux étoiles. Par rapport aux étoiles. Effectivement, il faut qu'on ait imaginer les étoiles derrière. Sur lequel on fait un dessin. Donc, soit les étoiles sont tellement loin derrière que leur forme, les unes par rapport aux autres, ne change pas. La grandeur, c'est toujours au même endroit, toujours la même forme. Bon. Et là, vous avez le Soleil qui, lui, se déplace parmi ces constellations. Un petit peu tous les jours, il fait un tour complet. Il revient au même endroit au bout d'un an, à peu près. Bravo. Et donc ça a été long à décider, à comprendre. Il faut le faire, ce travail-là. Mais on a compris ça. Et donc, le Soleil semble tracer, comme ça, une ligne imaginaire que l'on appelle l'écliptique. Pourquoi on appelle l'écliptique ? Parce que la Lune fait la même chose. Elle s'éloigne très, très peu de cette ligne. Et quand elle croise cette ligne en même temps que le Soleil, il y a une éclipse. C'est l'origine du mot écliptique. D'accord. Donc c'est là que les anciens essayaient de repérer le mouvement de la Lune par rapport au Soleil pour prédire les éclipses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également toutes les planètes qui se déplacent dans une bande qui est en gros une douzaine de degrés autour de l'écliptique. Voilà. C'est là qu'on trouve les planètes. On ne les trouve pas vers le pôle. On les trouve toujours... Elle reste toujours confinée dans cette bande-là. Tout simplement parce que le système solaire, il a le Soleil au milieu et les planètes se déplacent sur un même plan, d'un disque assez mince. Donc, vu de la Terre, nous, on est dans le disque. Bien, évidemment, on va voir par projection toutes les planètes et le Soleil et la Lune se déplacer dans le... Ce qui est une autre conséquence assez perturbante pour les anciens, c'est que ces planètes, à part le Soleil et la Lune, ont un mouvement très particulier, puisque... si on reprend un point de vue héliocentrique, l'orbite des planètes parfois est plus ou moins concomitante avec l'orbite de la Terre, ce qui fait qu'on peut avoir l'impression d'avancer puis de reculer par rapport à ces planètes. Et donc elles semblent avoir un mouvement assez erratique, assez volontariste. Et c'est pour ça aussi qu'on interprète ces mouvements comme des mouvements empreints de divinité, quoi. Oui, c'est ça. Bien sûr, oui, elles se déplacent par rapport aux étoiles déjà. Et puis ensuite, leur mouvement est difficile à prédire, effectivement. D'autant plus que si l'on croit au système géocentrique,
toutes les planètes devraient tourner autour de la Terre d'une manière régulière, donc ça devrait bien se passer, et c'est pas ce qui se passe. On voit certaines planètes, en particulier Mars, qui se déplace par rapport aux étoiles, puis tout d'un coup, hop, elle s'arrête et elle revient en arrière. Ouais. Ça s'appelle la rétrogradation. Et ça, pour le comprendre, franchement, c'est très, très, très compliqué. Il a fallu faire des tas de modifications au modèle de Ptolémée jusqu'à ce que Kepler arrive avec son nouveau modèle, d'abord mettre le Soleil au centre. Et Copernic avant. Copernic avant, mais surtout... oui, mais Copernic, il conserve les mouvements circulaires et ça n'arrange pas tout. Alors qu'il est même moins prédictif d'une certaine façon que ses prédécesseurs, alors que Kepler, lui, non seulement il met le Soleil où il faut, mais en plus, il y a ces fameuses... Avec les lois de Kepler, ça explique bien les mouvements. Et tout s'arrange beaucoup mieux, oui. Alors, ce que font les astrologues, c'est qu'ils découpent donc le ciel, cette bande du zodiaque, en 12 constellations, 12 dessins que dessinent ces étoiles dans le ciel pour expliquer pourquoi ces planètes, ces astres où le Soleil se trouve à tel ou tel endroit. Ils disent, voilà, il se trouve derrière telle ou telle constellation, ça va avoir un sens. Donc on découpe ça en 12 constellations. Et puis il y a aussi un autre élément dans la grammaire astrologique, c'est les maisons, qui, elles, ne sont pas dépendantes du ciel, mais sont fixes par rapport à notre cadre terrestre. Voilà, quand on observe le ciel, il faut imaginer le ciel découpé en quadrillés. Et donc, il y a ces segments de ces maisons fixes dans lesquelles se déplacent à la fois les planètes et les constellations elles-mêmes. On peut le faire soi-même, on peut l'imaginer. On peut imaginer son horizon. Là, on est au milieu, on se sent au centre de tout. Ouais. Et puis, on voit à l'est, depuis l'est vers l'ouest, on peut faire un petit quadrillage, on divise en 12, en gros, quoi. On pourrait faire ça. Et puis, on voit bien que 12 et 12, ça fait 24 en tout. Voilà. Et donc, en fait, ça fait 6 plutôt, parce qu'il y a 12 constellations en tout. Donc, on voit très bien que les planètes occupent une partie spéciale du ciel à un moment donné. Et ça dépend de vous. Ça dépend de l'endroit où on se trouve, nous. Ouais. C'est en ce sens-là que les maisons ont une importance, parce qu'elles sont reliées à notre personnalité même. Alors, tout dépend de nous et de notre moment de naissance. Le concept, une fois qu'on a cette grammaire-là, consiste à observer quelle est la position de ces astres au moment de notre naissance, et par rapport donc à notre lieu de naissance, puisque suivant le lieu où on est, le ciel n'a pas la même apparence partout. Vous disiez par exemple dans votre bouquin, rien qu'en France, entre Strasbourg et Paris, la différence de longitude provoque une différence de 30 minutes, c'est-à-dire donc il y a un décalage de 30 minutes dans le lever de soleil et dans l'apparition des astres. Donc pour faire l'horoscope, on doit prendre en compte la position respective de ces astres. Le soleil détermine notre signe suivant la constellation dans laquelle il se trouve. Ensuite, c'est le signe solaire. Ça, c'est le signe solaire. C'est ce que les gens connaissent la plupart du temps. Voilà, très bien. On dit, je suis Cancer, Scorpion, je suis Verseau, je suis Capricorne, parce qu'on est né à tel mois donné. Dans le fond, il y a 12 mois, chaque mois à peu près associé à une constellation. Il y a un petit décalage, mais c'est à peu près ça. Ça, c'est le signe solaire. Ça, c'est le signe solaire qui a une importance majeure. Ensuite, il y a l'ascendant, qui est le signe qui apparaît à l'horizon à l'heure de notre naissance. Voilà, c'est ça. Donc, lui qui change vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison, la maison qui est à l'est, ce morceau de ciel qui est à l'est, il y a une constellation qui est en train de se lever. Ouais. On voit bien pourquoi, symboliquement. J'insiste, je crois qu'un des messages importants, c'est la symbolique. La symbolique. Bon. Que l'on utilise tout le temps dans la vie, d'ailleurs. On fait passer un tel devant, un autre derrière, c'est la politesse, la galanterie, c'est la symbole, celui qui est plus haut que vous, etc. Tout le temps. Donc là, vous avez une constellation qui se lève, donc c'est prometteur, elle se lève, ça annonce quelque chose, votre futur. Mais il y a aussi une constellation qui disparaît. Le descendant. Ouais. Voilà, le descendant. Qui est moins connu. Un autre aspect moins connu aussi pour les néophytes, c'est le rôle des planètes, des astres. On regarde aussi au moment précis de votre naissance où se trouve chaque planète et chaque luminaire, dans quelle maison, derrière quelle constellation. Et en fait, tout ça va se combiner, c'est-à-dire que une planète, par exemple, on attribue des qualités aux planètes. Mars donne telle ou telle voilà, alors qualité, ça c'est une clé quand même. Pourquoi ces planètes sont importantes? D'abord parce qu'elles ont cette autonomie, là, elles se déplacent, tout ça, et puis on associe des qualités ou des défauts à ces planètes-là. Alors, ça découle un peu de l'observation quand même. Ouais. Quand on voit Mercure se déplacer très très vite, parce que Mercure est très proche du Soleil, ce que les anciens ne savaient pas, mais bon, ce que Kepler dit, que plus on est proche du Soleil, plus mais ils observaient bien que Mercure se déplaçait très très vite. L'espace d'un mois, un mois et demi. En 3 mois, on le voit arriver, disparaître. Ça va très vite. Donc c'est pour ça qu'il l'associe à quelque chose. À quoi? Au commerce, vous voyez, au voyage. Ouais. Les attributs de Mercure, c'est d'être rusé, d'être malin, d'être capable de négocier.
Ouais. Ce sont des vertus symboliques. C'est un bout de caillou, hein, c'est pas plus gros que la Lune. Hein, mais à partir du moment où on oublie ça, d'ailleurs, ils ne savaient pas ce que c'était. Personne ne savait de quoi était fait Mercure, parce que vu de la Terre, on voit un point brillant. Une étoile, quoi. Enfin, ça ressemble vraiment à une autre étoile. Ça ressemble à une étoile. Ça clignote pas, mais c'est tout. Bon, pour Vénus, Vénus, c'est éclatant, c'est toujours près du Soleil, donc on peut l'associer au Soleil. Le Soleil, lui, il apporte la chaleur, la vie, il règne, voilà. Mars, par exemple. Mars, c'est important. Je peux... Bien sûr, allez-y. Mars, c'est important, parce que Mars, c'est orange. Ouais, c'est un aspect... Orange-orangé, donc depuis, même bien avant les... je crois que les Chaldéens, déjà, l'avaient associé, ou les Mazzaéens, je ne sais plus, l'avaient associé au dieu Nergal, qui était le dieu de la guerre, parce que... Le rouge, c'est le sang qui coule, c'est voilà. Donc la chaleur, le sang, et donc à Mars, on associe la vitalité, l'énergie, le dynamisme, la guerre, le sang, mais la mort aussi. Oui, voilà. Et il y a aussi, si on va jusqu'au bout, il y a aussi Saturne qui à l'époque est la plus lointaine, donc la plus lente, auquel on attribue à l'inverse des qualités de sagesse, de lenteur, voire de mort, parce que c'est moins mobile. Donc voilà, il y a la vitesse qui entre en compte. La mort aussi, d'ailleurs, on associe souvent Saturne avec comme un squelette avec sa faux, ou alors de temps en temps sous les traits d'un vieillard, parce qu'il y a la sagesse. Ça peut être aussi un débile, d'ailleurs, c'est le côté polysémique de l'astrologie. Le vocabulaire peut avoir deux sens, donc c'est très grave d'une certaine façon, parce que pour l'interprétation, ça veut dire que vous avez permet les pirouettes d'explication. Toujours moyen de revenir là-dessus, oui, mais bon. Donc on voit bien qu'il y a là, à partir d'une observation qui est réelle, il y a une interprétation qui va beaucoup plus loin que ce que le ciel veut bien dire, parce que le ciel est singulièrement muet quand même. Hein. Alors ce qui donne la richesse des explications astrologiques, c'est la combinaison des facteurs, puisqu'il y a ces planètes qui ont leurs propres qualités, mais suivant où elles se placent, ces qualités sont plus ou moins étouffées ou mis en valeur. Par exemple, si elles sont dans un signe ou dans une maison qui correspondent à ces planètes, elles vont leur effet va être décuplé. Il y a leur position relative. Si ces planètes sont alignées en conjonction ou en opposition, ça va avoir différentes significations. Se contrarier. Voilà, se contrarier, ce qu'on appelle les aspects aussi, c'est-à-dire l'aspect angulaire entre deux planètes va aussi avoir un rôle. Il y a des angles bénéfiques à 30 degrés ou maléfiques à 45 degrés. Alors ces angles, c'est par rapport à nous. Hein. Par rapport à nous, c'est-à-dire en admettant que le firmament, c'est presque... Il n'y a pas la notion de profondeur. Oui, on ne prend pas en compte la profondeur réelle des astres. Quand on dit qu'il y a 30 degrés entre Mercure et Jupiter, on oublie que Mercure est à 60 millions de kilomètres de nous, 90, et que Jupiter est à 800 millions. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, cet angle-là. C'est un angle symbolique, encore une fois. C'est encore symbolique. C'est encore symbolique parce que là c'est aussi l'héritage pythagoricien. Vous avez des angles qui sont magiques, 60, 120 degrés, etc. Vous avez des angles qui sont désagréables. 45 degrés, c'est discordant. Alors pour prendre un exemple d'actualité, j'ai lu sur un magnifique site d'astrologie boursière que le demi-carré 45 degrés que faisaient Uranus et Neptune cet hiver était favorable aux épidémies, comme par hasard. Donc, favorable aux épidémies. Donc c'était un signe maléfique qui pourrait peut-être expliquer ou nous alerter sur le virus qui est actuellement... maintenant qu'on sait qu'il y a un virus, on essaie, ça s'appelle la rétroprédiction. Tout ça pour illustrer le fait qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui se combinent, et il y a une analogie grammaticale qui est parfois faite, vous expliquez aussi ça dans votre ouvrage, où on a cet assemblage verbe-adverbe-complément, où la planète, c'est un petit peu l'acteur, le verbe, vient ensuite le signe qui donne la manière d'agir, qui est le complément, ou l'adverbe, et la maison dans laquelle elle est située, qui serait le complément, pour le coup, qui dirait sur quoi on agit. Donc voilà, ça serait la grammaire qui articulerait un petit peu ces prédictions, qui permettrait à la fois de déterminer l'horoscope et la personnalité de quelqu'un, qu'on détermine cette combinaison au moment de sa naissance, et qui pourrait aussi permettre des prédictions sur l'avenir en fonction des moments où on fait cet horoscope. Vient ensuite le moment d'expliquer pourquoi tout cela n'est pas forcément très cohérent d'un point de vue scientifique. Vous relevez, différents arguments, on ne va pas tous les énumérer, mais il y en a quelques-uns que vous avez déjà un petit peu mentionnés, notamment le fait que ces constellations n'ont pas de réalité physique. Qu'on prend en compte les trois dimensions, les étoiles qui dessinent ces constellations sont extrêmement éloignées les unes des autres et n'ont pas de réalité qui permettrait de donner une profondeur mystique à la constellation du Scorpion, du Bélier ou du Poisson, par exemple. Oui, c'est ça. Ce sont justement vraiment des vues
de l'esprit, d'ailleurs, que vous pouvez très bien retrouver quand vous lancez des petits cailloux sur une table. On a toujours une tendance naturelle à trouver des formes. Hein, ou dans les nuages. Ou dans les nuages, dans n'importe quoi. Bon, alors c'est vrai que vu d'ici, il y a d'ailleurs très peu de constellations qui correspondent aux appellations qu'on leur prête. Hein. La grande ours ressemble plus à une casserole qu'à une ours. On cherche encore l'ours. Voilà, il y a peu de choses. Peut-être les Gémeaux, parce que ce sont 2 étoiles, 2 étoiles brillantes. Bon, encore qu'il y en a d'autres, hein, mais voilà. Donc oui, c'est tout à fait vrai que... Il y a ce premier argument, il y en a un qui est plus marquant et plus méconnu aussi peut-être, c'est ce qui est relatif à la précession des équinoxes. Le mouvement aujourd'hui, on sait donc l'axe de rotation de la Terre n'est pas vraiment perpendiculaire au plan orbital. Il est incliné de 23 degrés, c'est ça, 23 degrés et demi. Et cette inclinaison va avec un mouvement lent et régulier, un mouvement conique, un mouvement de toupie. De son axe. Voilà, très lent, qui n'est pas perceptible à notre échelle à nous, mais en 25 000 ans, 26 000 ans, cet axe fait un tour complet. Ce qui fait ce qui est important de dire, c'est que cet axe il pointe vers le nord, vers l'étoile polaire. Donc ça veut dire que tous les 13 000 ans, on est de l'autre côté. Donc l'étoile polaire va changer. Aujourd'hui, l'étoile polaire indique le nord, c'est celle qui ne bouge pas dans le ciel. Elle est dans le prolongement de cet axe. Ouais. Oui. Et tous les 13 000 ans, il y a 13 000 ans, c'était l'étoile Vega qui était plutôt qui indiquait le nord. Voilà, c'est ça. Le Vega, oui, c'est important. C'est quand même ce qu'on voit au-dessus de notre tête en été. Hein. Donc ça fait un sacré angle. Ouais. Donc c'est un sacré basculement. Il y a un basculement, et puisque cet axe de rotation explique notamment les saisons, donc les équinoxes et les solstices étaient totalement différents à une autre époque, notamment il y a 2000 ans, 3000 ans, quand l'astrologie a commencé à faire ses observations. Et ce qui a un effet totalement incongru, c'est que les constellations sont totalement décalées aujourd'hui par rapport à ce qu'elles sont officiellement. C'est-à-dire que le mouvement relatif des constellations par rapport aux saisons s'est décalé. Oui, aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, ça fait tous les 2000 ans, vous avez 12 constellations, donc 12 fois 2000, ça fait à peu près les 25-26 000 ans dont on parle. Donc chaque constellation va être dans l'alignement quelque part de la saison qui vous intéresse, le printemps, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le point vernal. Donc c'est ce qui se passe, effectivement. Donc il y a à peu près 2-3 000 ans, eh bien, effectivement, le printemps, c'était pas le 21 mars. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est né, par exemple, qui se croit bélier, qui est bélier officiellement, est né en fait dans la constellation du poisson. Voilà. Ce qui est assez perturbant si on croit quand même aux prédictions astrologiques, c'est qu'on n'est pas vraiment le signe qu'on croit être. Non, par exemple, ceux qui naissent Cancer sont en fait... le soleil était dans la constellation des Gémeaux et non pas du Cancer quand ils sont nés. Ce qui importe, c'est effectivement que le mois d'août soit associé aux vertus de la constellation en question, mais la constellation s'est barrée, mais enfin quand même, c'est toujours le mois d'août, voilà. Bon, c'est un peu une pirouette quand même, hein, c'est pas évident. Alors effectivement, les orientaux, parce que c'est quand même les orientaux ont une autre vision du monde, puisqu'on ne meurt pas, on ressuscite, il y a la réincarnation, donc c'est une version cyclique de ça. Et là, eux, ça les gêne beaucoup moins. Ils adoptent, ils s'accommodent des décalages. Ce qui montre, entre parenthèses, qu'il n'y a pas une universalité de l'astrologie. C'est aussi un problème. C'est bien culturel quand même. Chaque région du monde a ses interprétations. Son interprétation. Il y a un autre problème qu'on peut soulever, que vous soulevez, c'est celui de la naissance, qui est censé être le moment fatidique où se joue notre personnalité, puisque c'est là qu'on tire l'horoscope, qu'on établit son horoscope. Or, cette naissance, c'est finalement un petit peu arbitraire comme point de détermination, puisqu'on peut très bien naître de façon non naturelle, naître de prématuré ou naître dans une région qui fait qu'on n'aura pas forcément un horoscope complet. Par exemple, si on est au-dessus dans le cercle polaire, quand le soleil ne se couche jamais, ça pose un problème pour avoir son thème astral. Oui, voilà, c'est un peu compliqué, effectivement. Bon. Mais tout ça, ce sont des arguments rationalistes qui effarouchent beaucoup ceux qui croient en astrologie. Donc on peut pas aller très très loin dans ce genre d'arguments, même si effectivement on les connaît. Hein. Celui qui, à mon avis, est le plus problématique, ça concerne l'astrologie de l'hémisphère sud. Parce que dans l'hémisphère sud, vous inversez complètement les choses. Hein. L'hiver, c'est l'été c'est l'hiver. Ouais. Donc, a priori, ça a quand même son importance, parce que c'est pas par hasard si le mois d'août est lié au soleil. Hein.
dans l'hémisphère nord, Ouais. parce que c'est l'été, parce que c'est là que le soleil est cardinal, alors que dans l'hémisphère sud, c'est plutôt l'inverse. Donc, ils auraient eu tendance à faire autre chose. Alors, moi, quand j'ai interrogé les astrologues là-dessus, bon, ils sont embêtés, mais enfin, ils vous expliquent qu'ils arrivent à faire des correspondances. Enfin, bon, ils se débrouillent, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas de méthode scientifique, on va y venir, ce qui explique aussi qu'ils puissent se retourner toujours, retomber sur leurs pattes. Et puis, quand on voit aussi le bel ordonnancement pythagoricien de l'astrologie originale, c'est-à-dire celui qu'on a mis en place il y a quelques mille ans, ça marchait très bien. Vous aviez 12 constellations, vous êtes 3 x 4 parce que vous aviez les constellations ont des vertus qui sont ternaires, et puis vous avez 1, 2, 1, 2, féminin, masculin, etc. Vous aviez les planètes, elles avaient chacune deux constellations, et plus la Lune qui avait juillet, et le Soleil qui a le mois d'août. Donc ça fait bien 10 plus 2. Très ordonné. Bon. Mais après, ça tombe, parce qu'on découvre Uranus, puis après on découvre Pluton, après on découvre Neptune, etc. Donc maintenant, tout ce bel ordonnancement, alors il faut s'aménager. Et voilà. Donc, c'est ce qui limite aussi un peu la crédibilité des astrologues, c'est cette façon dont ils ont couru après les découvertes astronomiques, finalement. Ils ont intégré au fur et à mesure des découvertes les planètes. Et l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, on a déclassé Pluton, qui est devenu une planète naine depuis 2006. Donc les astrologues qui avaient ajouté Pluton à leur horoscope sont un peu embêtés, parce qu'est-ce qu'il faudrait rajouter toutes les planètes naines? On en parlait le mois dernier. On pourrait ajouter Cérès, Makemake, ces différentes gros astres, et puis il y a la ceinture d'astéroïdes, il y a la ceinture de Kuiper, il y a plein de choses dans le ciel finalement, même au sein du système solaire, qui fait qu'on est un peu embêté aujourd'hui pour même au sein du système solaire, parce que finalement on peut toujours dire oui, mais évidemment l'univers tout entier, mais enfin ce qui est important, c'est ce qui se passe pour nous par rapport à l'humain. Et ça reste confiné au système solaire. Bon, peut-être, je veux bien. Mais même dans ce cas-là, effectivement, c'est problématique. Alors, ça n'empêche pas l'astrologie de perdurer, notamment, vous l'expliquez aussi, parce qu'elle n'a pas du tout le même langage et les mêmes arguments que la science. Elle n'est pas scientifique, même si elle parfois peut le revendiquer, une astrologie scientifique. Ça tient à une confusion souvent qui est faite entre l'observation et l'interprétation. Vous montrez bien aussi que l'astrologie tire parti de la légitimité de l'astronomie, puisque tous les calculs faits par l'astrologie sont des calculs réels. On étudie très précisément la position des astres. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, on connaît à 100 mètres près la position de Saturne, grâce à la sonde Cassini qui est allée l'observer de près. Donc cette précision de l'observation vient en quelque sorte incidemment légitimer l'interprétation qui en est faite derrière. Oui, ça c'est une chose, effectivement, on prend une feuille de papier et puis on fait un cercle. C'est extrêmement réduit comme utilisation de nos connaissances techniques, là. Et on place, effectivement, d'une manière assez simple, la position de Saturne sur ce diagramme par rapport à Vénus, par rapport... Bon, voilà, donc ça c'est une technique. Cette technique impressionne beaucoup le néophyte qui se dit quand même, j'ai affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Bon, c'est tout. Mais après, ça ne tient pas compte du tout de la nature de ces astres en question. On peut leur chaud de savoir de quoi Vénus est faite, de quoi Mars est faite et de quoi... Il n'y a pas non plus réellement de corpus théorique pour expliquer l'influence de ces astres dans l'astrologie. Non, alors comme il n'y a pas de corpus théorique, c'est pas une raison pour dire que ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de pratiques scientifiques ou empiriques qui fonctionne très bien sans qu'on sache, effectivement, sans qu'on comprenne tout de suite quelle est la causalité, quelle est la cause. Si l'effet est avéré, pas de problème. Alors à ce moment-là, dans ces cas-là, on a souvent recours aux statistiques. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir si l'effet est vraiment avéré. Donc on peut avoir recours aux statistiques, ce qu'on n'a pas manqué de faire, avec l'aide d'ailleurs des astrologues eux-mêmes, parce que les astrologues se sont dit, tiens, si on montre que ça marche, on ne pourra plus contester notre pratique et notre savoir-faire. Voilà, donc il y a eu par exemple le fameux effet Mars, qui avait été d'ailleurs... C'était un lièvre qui avait été soulevé par un astronome qui voulait condamner l'astrologie, et puis il s'est laissé prendre à son propre jeu. Oui, vous l'expliquez, c'est une étude au long cours qui a été faite entre les années 50 et 70. Exactement. Qui montrait une corrélation entre les champions sportifs, entre les capacités sportives et la prédominance de Mars dans le ciel de l'horoscope de ces personnes. Oui, c'est ça, dans le ciel de leur naissance. Le ciel de leur naissance, c'est ça, oui. Mais au moment de la naissance, voilà. Alors c'était les sportifs de haut niveau. Alors ça a été fait, il n'y avait pas beaucoup de points, donc c'était une corrélation
expression un petit peu vague. Mais maintenant, on peut le faire très facilement. On peut le faire très facilement avec les joueurs d'échecs, avec les joueurs de golf, avec tous les grands sportifs de haut niveau, parce qu'on a leur date de naissance, on a des fédérations qui sont bon. Et ça a été fait, ça a été refait plein de fois. La dernière étude a été faite il y a maintenant une dizaine d'années aux États-Unis, en Angleterre. Ça a été publié. Et cet effet Mars n'apparaît absolument pas. Oui, vous expliquez qu'il y a beaucoup de biais, enfin beaucoup de batailles statistiques, il y a beaucoup de biais dans ces études, parce que souvent on ne prend pas en compte les fois où ça marche pas, on sélectionne les échantillons un peu comme on veut. On précise bien dans notre ouvrage, quand on fait une statistique, il faut énoncer au préalable ses hypothèses, dire ce à quoi on s'attend, et puis voir si c'est validé, de ne pas rejeter systématiquement les données qui ne vous conviennent pas, etc. Il faut une certaine rigueur quand même. Et souvent, c'est pas très, toutes les conditions ne sont pas réalisées en même temps. Vous prenez un exemple qui est assez parlant. Vous dites par exemple, si on prend isolément les proportions de couples par rapport à leurs signes astrologiques pour voir si par exemple un cancer et un poisson peuvent bien matcher ensemble, et qu'on prend les proportions de divorce au sein de ces couples, pris isolément, si on prend le cas cancer-poisson, on peut estimer qu'il n'y a qu'une chance sur 1000 que la statistique soit en dehors de celle qui est naturellement celle du hasard. Donc ça paraît être assez incroyable de trouver cette occurrence, mais c'est parce qu'on s'intéresse, qu'on ne se focalise que sur ce cas précis. Or, si on prend en compte l'ensemble des 12 signes astrologiques des hommes plus des 12 signes astrologiques des femmes, ça fait 144 possibilités de couple. Et donc 144 fois moins de chances que cette statistique soit faussée. Alors c'est un peu compliqué à expliquer comme ça hors diagramme, mais donc on passe de une chance sur 1000 pour que la statistique soit significative à 1 sur 7. Voilà. Ça montre un exemple d'étude qui peut facilement être biaisée. Le fameux hasard, il n'est pas si hasard que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a des chances de trouver quelque chose, parce qu'il y a tellement de cas qu'on peut recouper, tellement de couples possibles que voilà. Ouais. Ou une autre image, c'est par exemple si on tombe sur une plaque d'immatriculation qui donne nos initiales, ça peut paraître incroyable si on s'intéresse qu'à ce cas précis, mais si on prend en compte toutes les voitures croisées où on n'a pas trouvé nos initiales, finalement, ça n'a rien d'extraordinaire. Oui, c'est la tendance naturelle, mais vous savez, moi, j'ai vécu cette expérience personnellement en participant, en vivant, en faisant l'expérience d'une confrontation avec une astrologue. Quelqu'un de formidable d'ailleurs, très cultivé, très intéressant, tout à fait convaincu de ce qu'elle faisait, et qui enregistrait d'ailleurs la conversation et nous donnait la possibilité de réécouter après, jusqu'où elle allait dans sa probité. Eh bien, moi-même, quand elle me disait quelque chose qui me semblait assez pertinent, je disais oui, oui, c'est vrai, tiens, elle a touché là, le doigt sur quelque chose de précis. Et j'écartais sans le savoir, sans faire attention, tout ce qu'elle pouvait dire qui me semblait, non, pas très juste. C'est une question de rigueur finalement compliquée à conserver. Naturelle, oui, parce que quand on est pris dans... Vous savez, il n'y a rien de plus agréable que quelqu'un qui parle de vous, finalement, surtout pour dire des choses qui vous intriguent, surtout pour parler, voilà. On aime ça. Le bilan statistique... On vous insulte pas, on aime ça. Exactement, Il y a donc beaucoup d'études, ça ne servira à rien de toutes les énumérer. Il y a l'effet Mars dont vous parliez, il y a différentes choses avec les joueurs d'échecs, avec tout ça. Ce qui ressort, c'est que globalement, vous montrez que si on est rigoureux sur les études statistiques, aucune ne prouve de corrélation entre la personnalité et les signes ou entre le destin et les signes. Il y avait une étude de Carlson en 85 publiée dans Nature qui montrait à l'inverse, un test fait à l'aveugle, que ni les personnes concernées ni les astrologues n'arrivaient à l'aveugle à réassocier l'horoscope et la personnalité des gens, et que donc il y avait aucune corrélation avérée en tout cas entre ces signes et nos personnalités. L'observation ne montre donc aucun effet réel des astres, et on l'a dit, aucun corpus théorique non plus ne le fait. Si on réénumère ce que vous faites aussi dans votre ouvrage, que je trouve intéressant, quelle pourrait être cette influence, comment pourraient agir ces astres à distance sur nous? Si on prend une à une les 4 forces fondamentales de l'univers connues, aucune ne permet de justifier cette influence. Les 4 forces fondamentales, donc la gravité, qui est la plus opérante à l'échelle astronomique, n'explique pas l'influence de ces astres, puisqu'ils sont tellement lointains que par exemple, vous dites, c'est assez rigolo, l'influence gravitationnelle du médecin
accoucheur est plus importante que celle de Neptune. Oui, c'est ça. Ou un camion qui passe à côté. Un camion qui passe, c'est différentes choses. Non, c'est vrai. Donc la force de gravité ne peut pas tellement expliquer cette influence. La force électromagnétique non plus. Il y a pas de, si on prend toutes les ondes électromagnétiques lumineuses, infrarouges, rayons X, etc., elles sont trop faibles, mis à part celles du Soleil et de la Lune, pour pouvoir expliquer quoi que ce soit. Alors il n'y a qu'un seul cas, vous le dites, c'est Jupiter qui émet des ondes sensibles quand on arrive sur Terre dans le domaine des rayons X, c'est ça? Des rayons, non, ondes radio. Des rayons de radio, pardon. Mais c'est marginal et cette force-là n'explique pas non plus du tout d'influence. Et les deux autres forces, donc nucléaires, agissent qu'à l'échelle atomique. Donc on n'a aucune influence possible. Donc finalement, il n'y a pas de force connue qui pourrait expliquer. Non, alors on pourrait imaginer qu'il y a une force hypothétique. C'est pour ça que, en l'absence de toute causalité connue, on a recours aux statistiques. Mais on pourrait imaginer ça. D'ailleurs, les gens y croyaient fort. Et on a encore des traces dans notre vocabulaire parce que le mot influencer vient des astres. Ouais. Il y a les forces. Imaginez une cinquième force mystérieuse, ou imaginez, parce que les astrologues sont aussi très imaginatifs, imaginez l'influence d'autres phénomènes découverts récemment, par exemple celui des ondes gravitationnelles. Alors là, franchement, les ondes gravitationnelles, c'est tellement faible, mais d'une faiblesse. L'idée serait que les ondes très basse fréquence générées par l'orbite des planètes pourraient influencer l'esprit humain. Oui, merci. Incroyablement faible. Et en plus, on voit difficilement comment ça peut individualiser les effets sur chaque personne, au point qu'on puisse avoir des destins différents. Vous vous rendez compte un peu ce que ça signifie? On avait un peu expliqué, mais pour expliquer en deux mots ce que sont ces ondes gravitationnelles, c'est le mouvement lui-même de l'espace-temps qui fluctue avec les masses importantes. Oui, c'est l'espace qui se dilate et se contracte. Lorsqu'une masse se déplace, la masse, ça peut être une planète, un trou noir ou quelque chose, ça déforme l'espace. Il s'agit bien de l'espace. L'espace-temps, l'espace-temps. Et dans tous les cas, cette déformation, ces ondes qui ont été détectées il y a très peu de temps suite au mouvement de deux trous noirs qui ont fusionné, ces ondes seraient plus importantes du fait d'événements comme ça, extra-intergalactiques, du type fusion de trous noirs, mouvement planétaire, enfin mouvement interstellaire. Alors, d'une part, il faut vraiment mettre en branle des masses colossales. Là, dans le cas qui a été détecté d'une manière difficile, parce que l'espace se dilate une fraction de la dimension d'un petit atome, donc c'est presque rien comme mouvement. Et cette déformation-là, due à cette onde gravitationnelle, a été produite par la fusion de trous noirs. De trous noirs dont chacun d'entre eux pèse à peu près 25 millions de fois la masse du Soleil. Donc vous voyez, vraiment, on a des phénomènes incroyables. Donc c'est pas le mouvement d'une petite planète autour de nous là, qui va modifier vraiment quelque chose. Et donc a priori, on a notre psyché. Sans compter en plus la distance de plus en plus lointaine de ces astres, qui fait qu'il y a un problème de temporalité, le temps que mettraient ces influences à nous parvenir. Fait qu'on n'a pas tellement de raisons de penser. Non, il n'y a pas tellement. Non, mais enfin, longtemps, les gens y ont cru. D'ailleurs, les astronomes, les astrologues souvent disent un jour, les astronomes, c'est à eux de trouver quelle est la nature de l'influence. Il y a une influence. Bon, pas tous. Vous avez quand même quelques astrologues qui finalement se rattachent bien à cette vision symbolique du ciel et qui ne cherchent pas forcément à trouver des relations causales. Ce serait une relation purement symbolique. Voilà, purement symbolique, liée à notre culture. Vous avez ce type d'astrologue qui ne cherche pas nécessairement à trouver une rationalité, un lien fort. Mais pourtant, ils ont quand même besoin du ciel, ils ont besoin de savoir où se trouvent les planètes à un moment donné. Donc là, il y a un peu une ambiguïté, quelque chose un petit peu illogique. Et surtout, ce que vous dénoncez fortement, c'est la branche de l'astrologie qui prétend à une scientificité. Certains, quand même, veulent être scientifiques. Et vous rappelez, c'est important de le faire peut-être, de ce qui définit la science, sa méthode, est totalement antinomique avec la méthode astrologique. La science, donc, combine les observations, les hypothèses et déductions, et la confrontation de ces hypothèses et théories ensuite avec l'expérience. C'est ça qui fait la force de la science. C'est ça, la méthode hypothético-déductive, comme on dit parfois. Il y a un doute méthodique permanent, c'est-à-dire que le scientifique, contrairement à ce que l'on présente parfois, c'est pas quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui assène des vérités. Non, on a des vérités
je ne dirais pas provisoire, parce qu'il y en a certaines pour lesquelles, ça y est, on a fait les expériences qu'il fallait, mais on a toujours besoin... On sait très bien que l'imaginaire, l'humain est capable d'imaginer des tas de scénarios possibles. Hein, on est très fertile en imagination. Donc une hypothèse, on appelle ça une hypothèse, pour expliquer un phénomène, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Mais après, il faut le vérifier, et on le vérifie par l'expérience. Et vraiment, la science fonctionne sur ces deux jambes-là. Ouais. L'une sans l'autre, ça ne sert à rien. Et la science n'assène jamais de vérité absolue, c'est toujours une recherche inachevée. Il y a un philosophe des sciences important, Karl Popper, qui a bien défini ça. Oui. Alors, il a un terme qui est un petit peu contre-intuitif, qu'il appelle la falsifiabilité de la science, que vous appelez vous la réfutabilité, c'est peut-être plus simple à comprendre. C'est qu'une science, pour être acceptée, ou en tout cas une hypothèse scientifique, doit être réfutable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir la tester par des prédictions. Une science doit pouvoir prédire des choses. Si on prédit par exemple qu'une pomme qui se détache de l'arbre va tomber vers le haut, ça contredirait complètement la théorie de la gravité. Exactement. Et ça la mettrait en défaut. Ça ne marchait pas. L'orbite de Mercure ne fonctionnait pas avec la théorie de Newton, qui a été mise en défaut, et la théorie de la relativité générale ensuite a expliqué ça. Donc une science doit être réfutable pour être vraie, ce qui n'est pas le cas de l'astrologie, puisque vous le mentionnez tout à l'heure, en fait, un même phénomène peut être expliqué de deux manières différentes via l'astrologie. La position dans le ciel de Saturne peut expliquer à la fois un événement négatif et positif. Oui, c'est ça. Non, mais j'insiste beaucoup sur cet aspect-là de vérification et de réfutabilité. Par exemple, je prends un exemple plus amusant. Je peux très bien imaginer, sans que cela viole les lois de la biologie, qu'il y a quelque part sur une planète des éléphants roses avec des points verts. Ouais. Pourquoi pas ? Je ne pense pas qu'une biologie viendra me dire que c'est incompatible avec l'existence même d'un éléphant viable. Hein. Bon, une fois que j'ai dit ça, tant que je ne l'ai pas observé, ça reste une hypothèse. C'est tout. Donc, et la science insiste beaucoup sur le fait. Et si même je ne peux pas le prouver, je prouve que je ne peux pas le prouver, on ne sait plus si c'est de la science ou de la métaphysique. Hein. Par exemple, pour l'instant, le statut des univers dits parallèles, c'est un statut compliqué. Parce que c'est vrai que ça ne contredit pas nos hypothèses, vous savez, le fameux modèle du Big Bang, l'évolution de l'univers, etc. Donc il serait possible, effectivement, sans contrarier quoi que ce soit aux lois de la physique, qu'il puisse y avoir d'autres univers ailleurs, etc. Mais pour l'instant, le statut de cette hypothèse est bien compliqué parce qu'on n'a pas trouvé un moyen pour le prouver. C'est pas accessible à l'expérience. C'est pas accessible à l'expérience. Donc tant que ça ne sera pas accessible à l'expérience, on en restera là. Ça ne nous empêche pas de travailler dessus, si vous voulez, parce qu'il faut bien qu'on avance. Et puis peut-être, il y a des choses qui ont été découvertes et prouvées beaucoup plus tard, comme par exemple l'héliocentrisme. Il y avait déjà une astronome, une des premières astronomes femmes, Hypatie, qui vivait en Alexandrie, avait pensé que le Soleil était au centre. Bon, mais elle n'avait pas les moyens de le prouver. Là, il se trouve que là, effectivement, les choses ont changé. On a pu le prouver. Ouais. Einstein lui-même pensait que l'univers n'était pas en expansion, était totalement stable. Et voilà, une fois que l'expérience lui donne tort, on reconnaît quelle est la réalité des observations et on passe à autre chose. Alors, les astrologues vous diront, oui, voilà, vous êtes en train de mettre de l'eau à notre moulin, parce que peut-être que dans quelques temps, on prouvera la véracité de l'astrologie. Sauf que il n'y a rien qui prouve statistiquement que les prédictions soient réalisées. Moi, je me souviens de débats avec Elisabeth Tessier elle avait prédit une année qu'on allait découvrir le vaccin du sida, alors qu'on n'avait rien trouvé du tout. Il y a plein de prédictions. Il suffit de revenir en arrière et de regarder. On voit bien que c'est assez croustillant. Vous dites notamment aussi le jour le 11 septembre 2001, Elisabeth Tessier disait « journée favorable au transport ». Oui, voilà. Donc, une science aurait dit, du coup, cette observation contredit la théorie, donc la théorie est fausse. Voilà. Ces observations fausses auraient dû notamment invalider la théorie astrologique quand la prédiction ne réussit pas. Réfléchir à deux fois, essayer de comprendre, etc. Ouais. Ce qui fait que l'événement, l'absence de preuves ne réfute pas l'astrologie. C'est aussi un autre biais, c'est souvent la confusion qui est faite entre causalité et corrélation. Vous expliquez aussi l'importance de revenir là-dessus. On observe des faits concomitants et on déduit qu'il y a une causalité, une preuve de causalité. C'est pas du tout le cas. Il y a des exemples historiques d'influences célestes comme ça qu'on a longtemps cru véridiques. Par exemple, l'exemple de la lune rousse.
qui est un exemple assez symbolique de fausse causalité. C'est intéressant, d'ailleurs, ça montre bien, parce que c'est très enraciné, dans le monde paysan, qui pourtant est un monde très sceptique. Les agriculteurs ne sont pas les premiers adeptes de l'astrologie, mais enfin, quand même, ils s'étaient rendu compte qu'au mois d'avril, les premières gelées étaient fatales pour les pousses, pour les jeunes bourgeons. Et en général, ça se passe quand le ciel est dégagé et qu'on voit bien la lune. Et donc, ils avaient associé ce phénomène-là à la lune. La lune rousse, c'est pas la lune qui est rousse, c'est simplement les bourgeons qui deviennent roux. Et donc, la lune rousse, voilà, c'était la lune responsable des gelées. Alors, en fait, on sait bien maintenant que on n'est pas en été, on est au mois de mars-avril. Lorsque vous avez un ciel dégagé, eh bien, il fait froid la nuit parce que l'effet de serre, vous savez, la couverture nuageuse qui retient un petit peu la chaleur de la journée, eh bien, effectivement, ne s'opère pas. Donc, la nuit, la température baisse énormément et ça favorise les gelées. Et c'est là qu'on voit la Lune, évidemment. Quand il y a des nuages, on ne voit pas la Lune. Donc c'est une fausse causalité, c'est le froid qui cause à la fois la visibilité de la Lune et le ciel dégagé qui cause à la fois la gelée et la visibilité de la Lune. Et on a associé deux conséquences, comme une cause et une conséquence finalement. Donc voilà, ça fait partie des biais possibles qu'il était important peut-être de relever. Pourquoi malgré tout, on a l'impression, je le mentionnais dans l'introduction, que malgré tous ces arguments répétés en boucle, l'astrologie perdure comme une croyance populaire très répandue. Près d'un Français sur deux accorde de l'importance à son signe astrologique. C'est parce que là c'est de la sociologie, mais c'est très intéressant, effectivement, de voir pourquoi ce besoin de croire. Il y a un véritable besoin. Je pense qu'on vit dans des époques incertaines, compliquées. Chacun traverse des moments difficiles dans sa vie et on aimerait bien savoir si demain sera... on aimerait bien que les lendemains chantent. Et donc, consulter, c'est effectivement se rassurer. Et surtout, en plus, qu'est-ce qu'un individu ? Nous sommes qui exactement ? On est tout seul, on est perdu, on a bien sûr une famille, des amis, mais on est quand même de plus en plus anonyme dans le monde. Et on va mourir aussi. Il y a plein de sources d'angoisse. Donc se rattacher au cosmos, savoir que les étoiles ont quelque chose à vous dire dans l'oreille, c'est sympa quand même. C'est un peu rassurant. Ce fameux lien microcosme-macrocosme auquel les anciens croyaient énormément, qui est à la base de beaucoup de pensées, de réflexions. Donc il y a cet aspect-là. Il y a la méfiance aussi vis-à-vis du savoir, des élites, des connaissances, de la science. Alors, une méfiance qui est pas toujours rationnelle. Les gens prennent l'avion quand même. Pourtant, c'est bien, voilà. Les gens se soignent, etc. Bon, il y a plein de raisons pour croire en la science, mais tout en se méfiant de certaines techniques et technologies. C'est deux choses un peu différentes. Mais les résultats scientifiques, on peut les prouver, les expliquer. Alors, voilà, il y a ce besoin de croire, je crois. Oui, vous mentionnez la solitude dans l'univers et ces blessures narcissiques. Finalement, on dit souvent que l'héliocentrisme avec Darwin, puis avec Freud, c'est les trois blessures narcissiques qui ont décentré complètement l'être humain, qui était au centre de tout initialement. Cette façon anthropocentrique de remettre l'homme au centre de l'univers, ça peut rassurer. C'est totalement antinomique avec ce que nous dit de plus en plus l'astrophysique qui nous décale complètement. L'univers n'a même pas de centre aujourd'hui. On dit, voilà, il n'y a pas de centre défini, l'univers est en expansion de façon en tant qu'objet en lui-même. Cette façon, s'il y avait une leçon peut-être un peu plus philosophique à en tirer, j'ai l'impression que souvent les astrophysiciens qui viennent nous parler nous disent que le ciel nous renseigne beaucoup sur la Terre. C'est que finalement, nous rappeler à quel point nous sommes insignifiants ou nous rappeler à quel point le reste des exoplanètes ou des galaxies sont incompatibles avec ce qu'on connaît de conditions terrestres. Il y a un message assez écologique dans cette façon de nous rappeler que l'astrologie devrait peut-être moins nous centrer sur nous-mêmes, mais plus sur la condition de la Terre. Quand on dit qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur Terre, ça vous ramène à peu de choses. Moi, j'aime bien regarder le soleil en me disant que... Enfin, regarder furtivement, parce que faut faire attention. Il n'y a pas longtemps, mais quand on regarde le soleil, qu'on se dit que dans 6 mois, on sera de l'autre côté, ça vous procure un sentiment de vertige. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette complication, cette difficulté entre la croyance et la science. Parce que la croyance joue sur les affects. Voilà. La science, c'est sur le rationnel. Le rationnel, c'est âpre, c'est difficile. C'est quelqu'un qui vous promet quelque chose, qui vous aide à vous donner confiance en vous quand vous êtes dans des moments difficiles. Vous avez perdu un proche, votre copain vous a laissé tomber, vous êtes malade, vous êtes au chômage. Vous voyez, dans des espaces de temps, sociologie incertaine.
On comprend, on peut comprendre. Ouais. Il y a votre collègue aussi, Hubert Reeves, qui a beaucoup vulgarisé la notion de poussière d'étoiles, qui refait en un sens ce lien entre grandeur cosmique et notre petitesse humaine, qui n'est pas forcément du coup une ésotérie très, très négative. On peut faire ce lien de façon très rationnelle, montrer aujourd'hui, expliquer l'origine de notre histoire et intégrer l'astrophysique dans une dimension comme ça assez spirituelle finalement. On peut, oui, bien sûr. Quand on dit nous sommes les enfants des étoiles, parce qu'effectivement nous avons quand même, autrefois je pense que c'était, lorsqu'on racontait l'univers, c'était la Bible qui la racontait, il y avait la Genèse, etc. Bon, nous on raconte pas l'histoire de l'univers, mais on met en place certains éléments qui permettent de comprendre d'où viennent les atomes, où sont nos parentés. Les parentés sont stellaires d'une certaine façon. Ouais. Le fer, le carbone, tout ça, c'est né dans les étoiles. Ouais, ça apporte une dimension peut-être assez enthousiasmante et on peut s'extasier devant ces belles choses sans forcément tirer du côté un peu plus négatif parce que l'astrologie a aussi des conséquences parfois un peu néfastes quand on pense aux entretiens d'embauche qui sont parfois discriminants à cause de signes astrologiques, quand on pense à des décisions politiques prises sous le coup de lecture astrologique. Donc il y a finalement cette... Peut-être en conclusion, ce message à faire passer, qu'il y a de quoi s'enthousiasmer et s'émerveiller devant le ciel de façon non contre-intuitive ou contre-indicative par rapport à ce que nous dit l'astrophysique. Ah, ça, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est vrai que l'astrophysique a montré à quel point le ciel était un trésor de merveille, d'émerveillement. Ouais. Et surtout, ça vous dit des choses sur la pensée arrêtée. Il n'y a pas de pensée arrêtée. Les choses sont en évolution permanente. On a découvert quand même que dans le ciel, des étoiles naissent, des étoiles disparaissent, vous avez des phénomènes très violents, vous avez d'ailleurs des régions très inhospitalières. C'est là qu'on voit à quel point notre berceau est précieux et que la Terre est extrêmement fragile et qu'il n'y a pas d'autres ressources pour l'instant pour aller ailleurs. Donc on a intérêt quand même à la préserver et à en prendre soin. Mais c'est vrai qu'on découvre des choses qui vont bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Moi j'aime bien la science-fiction, mais je trouve que quand on arrive sur une planète comme sur un satellite comme Titan et qu'on découvre des rivières de méthane liquide, des geysers d'azote, etc. On se dit, mais c'est incroyable, quoi. Ça va plus loin que la science-fiction. Merci beaucoup, Daniel Kunt. On va en rester là sur ce message d'émerveillement et d'enthousiasme en espérant vous avoir apporté des clés de lecture sur l'astrologie, sur ses limites et sur ce qu'on pouvait dire du mouvement des planètes dans le ciel. Merci à vous tous qui continuez de nous écouter. On revient le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site ouzbekerika.com, notre magazine et les nombreux podcasts qu'on fait dans la rédaction. Il y a Ma Bataille, il y a Rétrofutur, il y a Tech Clash, il y a Cellule Turfu, plein de choses à écouter. Et nous, on se retrouve donc le mois prochain. Salut à tous.